Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Faites-moi lire, nous recevons l'écrivain rennais d'origine vantaise, Benjamin Dierstein, auteur d'une première trilogie remarquée sur la France contemporaine. Il remonte cette fois le fil de notre histoire récente avec un projet romanesque colossal. Plus de 2500 pages pour raconter la France politique, policière et mafieuse de 1978 à 1984. Après Bleu, Blanc, Rouge, voici le deuxième volet de cette fresque, L'étendard sanglant élevé, publié chez Flammarion. Un roman noir monumental où Benjamin Dierstein propose une contre-histoire de la République où la fiction vient éclairer les zones grises de la raison d'État et interroger ce que la littérature peut encore dire du pouvoir. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, vous avez déjà signé une première trilogie. Là, vous remontez 78-84, c'est à peu près ça? Tout à fait. Quel était le point de départ de ce nouveau cycle? J'avais envie de reprendre des personnages de l'ancienne trilogie, sachant que la trilogie d'avant, elle se passe entre 2011 et 2013, au moment du passage de pouvoir entre Sarko et Hollande. Et j'ai pas mal de personnages dans ces trilogies qui sont des quinquas, des soixantenaires, qui sont des parvenus, qui tirent un peu les ficelles comme ça, qui manipulent les personnages principaux, donc qui sont plus des personnages secondaires. J'avais envie de raconter leur jeunesse, donc il y avait déjà cette partie-là. Et puis j'avais aussi envie de raconter un peu les années de quand moi je suis né, un peu à peu près, ou même surtout avant, parce que moi je suis né en 83, donc plutôt à la fin de ce que tout ça raconte. Et puis parce que c'est des années qui sont bouillonnantes en histoire vu que je parle beaucoup de Beauvau, de l'intérieur de Beauvau, comment ça se passe, c'est un séisme entre le terrorisme, le grand banditisme, l'alternance. Alors, on va y venir, mais précisément, il y a une masse documentaire vertigineuse. Comment vous avez fait pour travailler cette masse de documentation ? J'ai passé beaucoup de temps à concevoir ma biblio, déjà. En tout, j'ai référencé genre 200 bouquins. Ensuite, il a fallu les trouver. Et ensuite, il a fallu les lire. Donc, effectivement, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai passé beaucoup de temps à la BNF aussi à lire les microfilms. Les titres de presse, les articles de presse sur les microfilms où là on se bousille bien les yeux sur leur machine, des temps aux archives nationales, aux archives de la préfecture de police, à regarder des reportages de l'INA. Benjamin, il y a une particularité dans ce que vous faites, c'est que vous alternez faux documents et documents réels. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire avec ça? Parce que ce montage alterné entre récit et fiction, il cherche quelque chose. Donc, il cherche quoi? À essayer de trouver une autre manière de dire une vérité possible sur cette époque? Je ne cherche pas à dire une vérité possible. Je cherche à donner une fiction, une vraie fiction qui, pour le coup, raconte quelque chose parce que ça passe par des personnages qui vivent des trajectoires dramatiques, qui ressentent des émotions, qui souffrent. Donc ça dit quelque chose, mais tout ça, c'est purement inventé. Mais je me base effectivement sur des faits historiques réels. Mais c'est ce que je dis en exergue au début du bouquin. Faut pas considérer ça comme vrai. Rien de ce qui suit ne s'est passé de cette façon, mais ça aurait pu. Voilà. Bon. Et en termes de personnages, vous avez une sorte de quatuor central avec Jackie Liénard au RG, Jean-Louis Gourvenec infiltré chez Action Directe, Marco Paolini à la BRI et Robert Vautier, le barbouze. Alors, c'est né comment ce quatuor ? À la différence de ma trilogie précédente, où pour le coup j'étais vraiment parti des personnages, là je suis parti de ce que j'avais à raconter, des affaires de l'époque. Donc j'avais envie de parler du SAC, j'avais envie de parler de l'anti-gang, j'avais envie de parler des RG, j'avais envie de parler de la DST, du SDEC, des barbouzes, de la nuit et tout ça. Et donc j'ai dû faire assumer à ces 4 personnages des tas de fonctions différentes. Donc j'ai d'abord construit comme des personnages purement fonctionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils devaient assumer comme rôle. Donc Vautier s'est retrouvé par exemple à être à la fois proxénète, star de la jet set et puis mercenaire, donc ce qui peut paraître un peu non. étonnant, non, mais connaissant l'époque, pourquoi pas. Ouais. Mon travail, c'est de justement de rendre ça crédible ensuite, et puis de construire les personnages, de les densifier pour que ça devienne des vrais personnages avec des souffrances, avec des émotions, etc. Et vu que je suis parti de l'inverse, pour le coup, ça a été un gros travail. Et bon, je suis assez content du résultat parce que j'espère qu'ils prennent un peu le pas sur
toutes les affaires et qu'on s'intéresse limite plus à eux qu'aux affaires historiques. Ah oui, oui, non, mais c'est des beaux points d'entrée dans des mondes qui auraient pu être abstraits, mais là qui s'incarnent. Donc non, ça fonctionne bien. On rencontre aussi des personnes qui ont bien existé. Je pense à Coluche, François de Gosselin, Gaston Defferre, Mitterrand lui-même. L'objectif, c'est quoi? C'est d'humaniser ou de démythifier? Démythifier, ça c'est sûr. Humaniser, on n'a pas le choix quand on a des personnages, mais moi c'est mes personnages de fiction que ça m'intéresse de rendre humains. Les personnages réels, ils m'intéressent pas en tant que personnage de fiction. Donc j'ai plutôt tendance à les caricaturer, ce que faisait très bien James Ellroy et de qui je me suis beaucoup inspiré. On sent la patte tutélaire, ouais. Voilà, quand on lit Ellroy et quand on voit comment il raconte Howard Hughes ou J. Edgar Hoover ou Sam Giancana ou même JFK. Voilà, il y a tout le temps ce recul, ce décalage. Et puis la reconstruction de langue spécifique, l'argot, ceci, cela aussi. Ouais. Tout à fait. On voit la circulation entre Action Directe, la RAF, Brigade Rouge, FLNC, FLFB, FP, Front de Libération de la Palestine, Service Libyen, Barbouze, Corse, Police Française. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur ces années de plomb à la française ? Je pense que c'est des années qui étaient très violentes et je pense qu'on a un peu oublié ça. Alors moi, j'étais pas né, donc je n'ai pas pu oublier, mais je pense qu'il y a des gens, beaucoup de gens, j'ai beaucoup de lecteurs de 60, 70 ans qui me disent qu'ils n'avaient pas conscience que c'était aussi violent. Et par exemple, si on regarde l'année 1982, quand on comptabilise le nombre d'attentats, il y a eu 1000 attentats en 82. Alors beaucoup de petites bombes qui faisaient péter des vitrines d'agences immobilières, des choses comme ça, pas forcément des attentats où il y avait des victimes à chaque fois. Mais mine de rien, s'il y avait ça aujourd'hui, n'importe quelle bombe qui ferait péter une agence, mais tout le monde en parlerait. Ça serait sur BFM pendant 3 jours. Ouais. Donc voilà, c'était quand même une époque assez spéciale entre tous ces mouvements qui revendiquaient des choses et qui passaient par l'action. Pourquoi et comment ça s'est pacifié ? Je pense qu'il y a des mouvements qui se sont un peu perdus en cours de route. Je pense que Action Directe, ils sont rentrés dans une forme de violence extrême avec des assassinats qui font que forcément ils ont perdu une partie de leur base et de leur crédibilité. Les mouvements autonomes, ils se sont essoufflés. Et puis les mouvements palestiniens, ils ont été tués dans l'œuf par plein de forces différentes. Vu que ça joue au niveau international, c'était un autre enjeu. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent revenir, en tout cas. Sur cette question de la violence, je voulais vous interroger parce que vous commencez votre ouvrage en situant l'action en 1965 au Congo. CIA, guerre froide, tropicalisée, bordel et massacre. On a quand même... Je me suis posé la question si vous ne faisiez pas de l'Afrique une sorte de matrice cachée de la violence française. Ouais. Pour moi, c'est un peu les sources. Alors, dans le premier tome, je parle beaucoup du Centrafrique. Et là, dans le deuxième, il est plus question du Congo, du Tchad. Et puis, dans le troisième, ça sera le Liban. Donc, c'est pas c'est pas l'Afrique, c'est un autre terrain encore, mais où la France a toujours eu aussi des intérêts. La protectorat, oui. Voilà. Donc, je pense que c'est évident que pour comprendre ces années-là, particulièrement ces années-là, mais encore ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé pendant toutes ces années entre-temps, c'est très important de comprendre à quel point la France était complètement dépendante de ses anciennes colonies et continuait à assurer cette espèce d'esclavagisme, en tout cas de rôle de maître à esclave entre la France et ses anciennes colonies, parce que s'ils coupaient les ponts... il y avait un problème de matières premières qui se posait, tout simplement, parce qu'on était vraiment sur l'ancien modèle. Alors là, on part de colonies extérieures, et puis là, on va parler d'un territoire intérieur que nous connaissons bien, parce que je parle de la Bretagne. À partir de page 98, on a un week-end entre Gourve et Cathy dans le Finistère, qui s'invite à la fête de Plogoff, la visite des parents en Centre-Bretagne. Alors, on va en parler, mais il y a une phrase du père de Gourve qui dit ceci: « Quand la langue veut renaître, c'est la vie qui disparaît. » Donc là, on entend quelque chose de la modernisation agricole, de l'exode rural et aussi un peu de la Renaissance bretonne, non ? Ouais, alors c'est une phrase que j'ai prise quelque part, je ne sais plus où, mais c'est une phrase que j'ai prise dans un des documents que je cite à la fin, parce que quelquefois je prends comme ça des phrases qui existent, je ne mets pas forcément de note de bas de page parce que c'est un roman, mais ça vient tout le temps des bouquins qui sont cités en fin d'ouvrage. C'est une phrase qui est super belle, je trouve, et qui raconte bien un peu ce que c'était les années 70 en Bretagne, c'est-à-dire tout d'un coup la renaissance de la langue, où enfin déjà l'État autorisait
le fait de parler breton, parce que 20 ans avant, quand on parlait breton à l'école, on se retrouvait à écrire 100 fois sur le tableau, j'ai pas le droit de parler breton. Donc il y avait quand même une grosse violence envers la culture bretonne. Est-ce que vos romans, il y a aussi quand même cette petite ambition parallèle de fixer des mémoires de quelque chose qui est passé, que ça soit celle des vaincus de la Bretagne, de l'Afrique ou des choses comme ça? Ouais, bien sûr. Ou des périphéries. J'ai envie de raconter, de fixer à quel point la République a pu être violente avec ses enfants, bien sûr. En 1981, arrive Mitterrand et en fait, vous montrez ça comme une fausse aube. En quoi votre travail permet de mieux comprendre, de comprendre différemment cette période Voilà, pour des gens qui ont l'habitude de lire des récits historiques, ils apprendront pas grand-chose. Après, peut-être que pour des jeunes ou pour des gens qui lisent pas forcément d'histoire, ça peut aider à comprendre certains mouvements qui a pu se passer à l'époque. Mais oui, j'essaye de raconter un peu comment Mitterrand au fur et à mesure. Alors ça va surtout arriver dans le tome 3 qui va sortir en janvier, mais où je vais surtout raconter la manière dont le PS a très vite décidé d'abandonner les couches populaires, ouais. et ce qui a fait de facto monter le Front National. Déjà à l'époque, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est déjà la conséquence de ce qui se passait déjà à l'époque en fait. Alors pour finir, le roman noir est-il aujourd'hui l'un des meilleurs outils pour mettre les mains dans le cambouis du réel politique ? Certainement. Après, moi, j'aime pas trop les catégorisations. Donc, je pense que la fiction est un très bon élément est un des meilleurs moyens de parler de ce genre de choses. Après, de là à catégoriser, est-ce qu'un roman noir peut faire ça mieux que quel autre style de roman, qu'un roman d'horreur ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas trop. Mais la fiction, oui, la fiction a ce pouvoir d'émerveiller les gens, de leur faire peur, de les mettre en colère, de les faire pleurer, de les faire rire. Ça, les documents peuvent rarement le faire. Ah oui, mais... Et quand on est en colère, on se rebelle plus facilement. A contrario, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le fictif contamine le réel en le faussant ? Complètement. Mais ça, les Américains, ils ont pas peur de ça. Nous, en France, on a une espèce de hantise de ça. Mais les Américains, ils ont cette espèce de fiction et de réel qui se mélangent depuis des années, depuis le 19e. Les films en péplum américain, voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Faites-moi lire, c'est fini. C'est avec Benjamin Dierstein, dont je vous conseille la lecture. Ce sont des gros volumes, mais vous pouvez aller sur des romans différents qui ont tous en commun d'être souvent très, très drôlatiques. Je suis sûr que Benjamin Dierstein, qui est rennais, verra beaucoup de prix arriver dans sa besace dans les années à venir. Je vous conseille fermement de le suivre. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.